Nous sommes le 15 mars 2020, 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes au bon endroit, bonjour et bienvenue. Charles Kofi Dibi s'en est allé à jamais. Décédé le 7 décembre dernier, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été inhumé hier à Pakwabo, son village natal. Juste avant, une messe de requiem a été célébrée au stade de Boisflé en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et du président du Togo, Faure Gnassingbé. La ministre Maria Tokone, maire de la commune de Boundiali, a procédé cette semaine à la remise de plus de 3000 actes d'état civil à des requérants. Cela a été possible grâce à l'opération des audiences foraines du 24 février dernier au 5 mars pour doter les habitants de sa commune d'extraits de naissance. À suivre le reportage de notre correspondante. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les électeurs français sont appelés à voter en pleine crise sanitaire au moment même où l'épidémie de coronavirus s'aggrave. Quelques 47,7 millions d'électeurs, dont 330 000 ressortissants de l'Union européenne, sont appelés aux urnes ce dimanche. L'Organisation mondiale de la santé a désigné 2020 année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Ces personnes qui consacrent leur vie à prendre soin des mères et des enfants, à sauver des vies par la vaccination et les conseils en matière de santé, à s'occuper des personnes âgées et plus globalement à répondre chaque jour aux besoins de santé essentiels. Ce 15 mars, nous avons décidé de recevoir la présidente des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire afin de mettre en valeur leur contribution majeure face aux grands enjeux de santé mondiaux. Koudou Josiane est donc avec nous. Avec elle, nous allons en savoir beaucoup sur la profession infirmière. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, Madame Koudou. Bonjour, Monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Accordez-moi 30 minutes, je termine le journal et on se retrouve. Merci. À tout à l'heure. Charles Kofi Dibi a définitivement quitté la terre des hommes. Hier samedi, l'ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été inhumé chez lui à Pakwabo. Avant l'ultime au revoir, une messe de requiem a été dite en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé, le président de la République de Togo et de plusieurs membres du gouvernement. Jérôme Kofi Abola. Il a, de son vivant, tout fait chapeau bas. Disparu, les honneurs lui sont rendus chapeau bas. En témoigne l'ultime hommage qui est fait ce samedi à l'ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, décédé le 7 décembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une présence qui, sans compter le geste de 50 millions de francs CFA de la part du chef de l'État ivoirien à la famille éplorée, est nécessaire pour contribuer à la consolation de toutes les personnes que la disparition de Charles Kofi Dibi affecte profondément. Un modèle pour la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi l'est, tant sur le plan de toute sa carrière professionnelle que sur le plan humanitaire. Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, venu pour diriger la messe des requiem à cette occasion d'hommage, ne s'est pas contenté seulement de le rappeler. Il a recommandé le digne serviteur de l'État de Côte d'Ivoire à la miséricorde de Dieu, juste pour soutenir tous ses proches qui le pleurent aujourd'hui et à jamais. Outre les honneurs religieux, il y a les honneurs militaires, notamment marqués par la sonnerie aux morts. Puis, quand est venu le moment de mettre le corps dans le véhicule mortuaire, on a compris que c'est la dernière étape du passage de Charles Kofi Dibi sur la terre en direction de Pakwabo, son village natal, où il va pour reposer en paix. Et c'est à Pakwabo donc que Charles Kofi Dibi a été inhumé au mausolée familial. Pakwabo donc son village natal. L'ultime séparation s'est faite en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, du président du Sénat et des populations de la Maraoué qui pleurent leur leader. Ils ont tenu à lui rendre un ultime hommage.
Charles Kofi Dibi, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduit à Pakwabo, sa terre natale. Le corbillard transportant sa dépouille, encadré par 7 chevaux, paré aux couleurs nationales, avançant à allure lente et modérée vers le mausolée familial où attendait le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président du Sénat Jano Aoussou-Kouadio, des membres du gouvernement, sa famille et ses plus proches collaborateurs pour l'ultime séparation. Pakwabo n'a pas voulu manquer l'occasion d'un dernier hommage à celui qui était pour lui un leader et un guide. Dissimuler ses émotions était difficile. La tristesse se lisait sur tous les visages. Après la dernière messe, Charles Kofi Dibi est conduit dans sa dernière demeure. Un moment d'intense émotion. La perte d'un être cher. Rien ne pouvait sécher les larmes de tous ses proches qui, malgré la douleur, ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Témoignage de leur gratitude pour tous les services rendus à la nation. Charles Kofi Dibi restera jamais un exemple dont la région de la Marawi et toute la Côte d'Ivoire se souviendront. Adieu Charles Kofi Dibi. Et le coronavirus continue d'imposer sa loi au monde entier. 155 000 cas confirmés sur la planète pour environ 6 000 décès. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier samedi 3 nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit de patients de nationalité ivoirienne, dont 2 sont de sexe masculin, âgés respectivement de 33 ans et 49 ans, et le troisième de sexe féminin, âgé de 56 ans. Les symptômes présentés par les malades étaient essentiellement une fièvre, une toux et un rhume. Parmi ces patients, 2 ont séjourné en Europe, notamment en Italie et en France. Le troisième cas est celui d'une Ivoirienne agent de santé dans une école n'ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l'épidémie. Elle a été probablement contaminée lors des soins par un contact infecté non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaires en février 2020 en France. À ce jour, il a été enregistré 4 cas confirmés et 0 décès. Tous les malades sont pris en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Leur état de santé est satisfaisant et ne suscite aucune inquiétude. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réitère donc son appel au calme et à l'application des mesures de prévention en vigueur, signé des mains du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka-Awele. La France, elle, se barricade, mais est appelée à faire une exception ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Jusqu'au dernier moment, certains ténors de l'opposition ont appelé au report du scrutin. Les électeurs français sont appelés donc à voter en pleine crise sanitaire au moment même où l'épidémie de coronavirus s'aggrave. Quelques 47,5 millions d'électeurs, dont 330 000 ressortissants de l'Union européenne, sont appelés aux urnes ce dimanche. La salubrité est aussi gage de bonne santé. Les autorités le savent et elles en font une priorité. L'opération Grand Ménage, qui consiste à nettoyer les rues de nos villes et communes et à curer les caniveaux, est à sa 37e édition. 3 ans que l'initiative a été prise par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Et désormais sont impliquées dans cette vision du gouvernement les structures publiques et privées. Grace Kando a suivi l'opération hier à Marcory. Cité Grand Moulin dans la commune de Marcory. Riverains et agents de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci, tous mobilisés pour rendre propre le quartier. Grandes artères, caniveaux sont passés au peigne fin. C'est une action citoyenne. Nous avons décidé d'accompagner Madame le ministre dans son initiative et de montrer que tout le monde peut à sa manière contribuer. L'État fait sa part, mais chaque société, chaque Ivoirien peut à son niveau également contribuer à l'assainissement. Depuis à peu près 4 mois, Marcory a décidé de reprendre son bâton de pèlerin pour rendre sa commune salubre. Nous avions commencé par nettoyer, par débarrasser tous les trottoirs et nous passons au stade supérieur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant curer tous les caniveaux, il faut mettre en place des brigades pour que les gens qu'on va dégager des trottoirs ne reviennent pas encore coloniser ces trottoirs-là. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la 37e édition de l'opération Grand Ménage,
qui vise à sensibiliser population, collectivités et entreprises sur la nécessité de relever ensemble le défi de la propriété. J'invite les entreprises qui veulent être des entreprises citoyennes à faire comme la SODECI, à s'engager aux côtés du gouvernement à travers ce programme de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, afin qu'avec le secteur privé, nous sensibilisons les populations. Et je pense qu'avec cette mobilisation, nous arriverons à inverser la tendance. En 2025, il faut que tous les citoyens soient acteurs de propriété. La SODECI est partenaire de cette 37e édition de l'opération Grand Ménage. Pour maintenir le cap de la propriété, elle a offert du matériel de salubrité à la cité Grand Moulin. Nous sommes le 15 mars et comme chaque année, l'on célèbre ce dimanche la journée mondiale des droits du consommateur. Une journée pour faire le point sur les acquis et dégager les perspectives pour une meilleure prise en compte des consommateurs. Le président de la République a décidé d'améliorer au mieux le quotidien des Ivoiriens. Le ministre Souleymane Diarra en a donné l'assurance aux associations de consommateurs. C'était au micro RTI 1 d'Astou Touré. Depuis 1983, chaque année est célébrée dans le monde la Journée mondiale des droits du consommateur instituée par l'Association internationale des consommateurs, Consumer International. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce 15 mars 2020 cet événement dont le thème est « Consommateur durable ». Ce thème est à la fois pertinent et d'actualité dans un monde confronté aux défis du développement durable. Il interpelle chacun des consommateurs que nous sommes dans notre responsabilité individuelle et collective pour la préservation de notre cadre de vie et laisser aux générations futures un environnement dans lequel elles pourront vivre en toute quiétude. Le consommateur est invité à tenir compte de la nécessité pour lui de contribuer de façon plus proactive à la protection de l'environnement en faisant davantage attention à sa consommation. Son rôle indéniable dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, notamment l'objectif numéro 13, est ainsi mis en exergue. Par ailleurs, sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara, une stratégie nationale de développement durable a été adoptée et de nombreuses actions ont été initiées afin de promouvoir un développement durable en Côte d'Ivoire, notamment à travers le programme de renforcement du cadre institutionnel et législatif et des capacités nationales de gestion environnementale. Ce sont plus de 40 tests internationaux relatifs à l'environnement que notre pays a ratifiés. De plus, il s'est doté de plusieurs codes, tels que le code de l'environnement, le code de l'eau, le code minier, le code forestier, le code des investissements, afin que ces activités se déroulent dans le cadre d'un développement respectueux de l'environnement. Ces codes participent à l'intégration de l'environnement dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra a réitéré la volonté du président de la République à assurer la protection des intérêts des consommateurs et leur bien-être avant d'annoncer l'installation très prochaine du Conseil national de la consommation, CNCO, qui se chargera du règlement des problèmes liés à la consommation. Et c'est parti pour les journées carrière 2020. Le top départ a été donné hier à Gagnoa par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara a rappelé l'objectif de ces journées qui est de permettre aux élèves d'échanger avec les professionnels de tous les corps de métier afin de mieux s'orienter à la fin de leur formation. Le témoignage de Godefroy Okambawa. À travers cette coupure de ruban, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, lance les journées carrière 2020 à Gagnoa dans la région du Go. Une initiative qui permet aux élèves d'échanger avec les professionnels des corps de métier et des entreprises afin de faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique à la fin de leur formation. Ça nous a beaucoup intéressé parce qu'on s'est informé sur le type de métier que nous pouvons faire après la classe de 3e en rapport avec l'agriculture. Donc nous avons des formations professionnelles portant sur l'élevage, sur la pêche, sur la pisciculture et d'autres choses encore très importantes qui pourront nous être utiles. Nous sommes dans une zone rurale et les enfants décrochent vite. 6e, 5e, ils peuvent se reconvertir.
Voilà, avec la formation professionnelle, ça a été vraiment bénéfique. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces journées carrières constituent une phase déterminante dans la suite du parcours de ces apprenants. Les journées carrières sont une activité très importante pour notre ministère parce que c'est l'activité qui permet de mieux orienter les enfants. Parce que nous disons toujours, une mauvaise orientation peut conduire à l'échec pour un enfant. Donc c'est une opportunité qui est donnée chaque année à tous les élèves du secondaire, surtout le second cycle, de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons procédé au lancement national, mais il est demandé à tous les directeurs régionaux, à tous les directeurs départementaux de faire exactement la même chose. Après Korogo en 2019, c'est la ville de Gagnoa qui accueille cette année la célébration nationale de ces journées carrières avec 80 stands de présentation et d'échange. Cette année, le Maroc, pays invité, est représenté par son ambassadeur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera dans les prochains jours dans la Maraoué pour toucher du doigt les difficultés des populations et tenter d'y apporter des solutions. Ces mots sont du secrétaire d'État du renforcement au renforcement des capacités, fils de la région. C'est donc le week-end dernier que Zorobi Balo a fait l'annonce de cette visite de travail aux populations. Léon Brokwame y était pour RTI. Duafla, deux localités en une dans le département de Zouenoula, région de la Maraoué. Tout d'un village moderne avec une école, ses constructions et enfin l'électricité. L'électricité, ça précède le développement. Donc beaucoup de choses vont se faire. Les petits métiers, donc nous avons voulu fêter l'événement pour pouvoir dire au gouvernement merci. Par fortuite, la reconnaissance de Duafla au chef de l'État, son raccordement au réseau électrique national, une retombée du programme social du gouvernement, 20 ans après la mise en place des installations. Dans la sous-préfecture de Kanzra, 15 sur les 19 villages sont ainsi électrifiés, dont 12 par l'actuel gouvernement. Lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, le nombre de villages électrifiés dans notre région, c'était 20%. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2020 et nous sommes à près de 80% de taux d'électrification. Après l'électricité, Kapa sur le centre de santé, premier projet du Grand Bouinou, fusion de Duafla et Zudio pour un développement commun. Le secrétaire d'État procède à la pose de la première pierre de l'infrastructure et fait don de 3 tonnes de ciment pour aider à sa réalisation. Zorobi Balo annonce la visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour booster le développement de la Maraoué. Apprêtez-vous, le Premier ministre vient chez nous et il va venir donner un coup d'accélérateur à nos différents chantiers. Il va venir nous apporter le développement. Entre autres attentes de la Maraoué exprimées par les populations du Grand Bouinou, l'eau potable, le renforcement du réseau routier. Ils étaient sans papier, mais aujourd'hui, 3000 habitants de Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire ont retrouvé le sourire. Ils viennent de recevoir leurs actes d'état civil. Cela grâce à la ministre Maria Toukone, maire de la commune. On suit la correspondance d'Ami Sissoko. Ce sont plus de 3000 requérants de la commune de Boundiali qui reçoivent les jugements supplétifs des maires de la maire Maria Toukone. Parmi les bénéficiaires de ces actes d'état civil, de nombreux enfants et 600 élèves. C'est le fils de mon grand frère. Comme le grand frère est décédé, et j'ai constaté qu'il n'a pas d'extrait. Donc quand madame le maire a lancé l'ouverture des audiences pour elle, je me suis fait témoin pour venir faire son extrait. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai eu son extrait. Comme ça, il pourra aller à l'école. Oui, maintenant j'ai retrouvé mon extrait. Vraiment, ça me fait plaisir même. Je peux aller faire 40 ans, puis je suis là. En cas d'un voyage, bon, je peux aller en déplacement, je suis libre. Ne pas déclarer les enfants à l'état civil entrave fortement l'application de la politique de développement du gouvernement, indique la maire Maria Toukone aux populations, et d'expliquer que ce premier document administratif ouvre l'accès à bien d'autres, dont la carte nationale d'identité. Nous avons proposé 3000 extraits de naissance, mais à ce jour, à la fin de l'opération, ce sont 3432 personnes qui vont effectivement recevoir leur extrait de naissance aujourd'hui. Chers parents,
Je voudrais que cette opération d'audience foraine soit l'occasion pour l'ensemble des populations de notre commune de prendre conscience de l'importance de la possession d'un acte de naissance. Je vous invite à en faire un élément de votre culture personnelle et à prendre l'engagement de ne plus faire de sans-papiers dans vos familles, dans vos villages, dans vos quartiers. Démarré le 24 février dernier à Boundiali, l'opération des audiences foraines pour doter les sans-papiers d'extraits de naissance a pris fin le 5 mars. Elle a coûté plus de 15 millions de francs CFA à la municipalité de Boundiali, l'initiatrice du projet. De retour ici à Abidjan, je vous amène à l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication. C'est dans cet établissement, ici à Cocody, que la FESACI a organisé hier son 6e congrès ordinaire. Congrès dont les travaux ont porté sur le bilan moral et financier de la centrale syndicale, mais aussi sur la situation de bicéphalisme qui a longtemps prévalu à la tête de la fédération. Le reportage de Christ Diomandé, lu pour vous par Eugène Atoubé. Un moment que les différents syndicats membres de la FESACI et leurs adhérents ont longtemps attendu et même rêvé. La paix entre Kwame Krafélix et Traoré Douya. Les palabres entre les deux têtes fortes de la centrale syndicale pour le contrôle de cette fêtière ont abouti à un bicéphalisme au sein de la FESACI. Aujourd'hui, les deux tendances se sont unies pour une FESACI plus forte et prospère. La division nous a vraiment fait un peu de tort sur le terrain. Vraiment, nous retournons très satisfaits. S'il y a une réunification au sein de la centrale, alors ceux que nous sommes en train de former, qui vont demain faire la relève de demain, seront vraiment aussi en confiance. Pour comprendre la crise au sein de la FESACI, aujourd'hui parenthèse oubliée, il faut remonter à l'année 2004. Des divergences d'opinion et de lignes syndicales plongent la fêtière dans une crise interne qui va se traduire par l'organisation en 2005 de 2 congrès à l'initiative de 2 tendances. Traoré Douya en août 2005 et Niamey Messou en septembre de cette même année, et à qui va succéder Krafélix en 2010. L'affaire est portée devant les juridictions ivoiriennes jusqu'à Genève au BIT, Bureau international du travail. Les divergences ont été aplanies et les deux tendances ont convenu de l'organisation d'un congrès de l'unité retrouvée. Traoré Douya a été accepté à l'unanimité des congressistes mandatés par leurs bases respectives, comme le secrétaire général de la FESACI. À ma droite, le camarade Krafélix, c'est nous deux, à un moment donné, qu'on considère comme des tendances. Désormais, cette situation de tendance est derrière nous. Et donc, c'est une nouvelle FESACI qui se remet en place. L'unité et la concorde retrouvées en son sein, la FESACI est plus que jamais déterminée à se positionner comme leader syndical en Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant à Yakassé à Tobro, une localité située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Mé. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes de ce département ont démontré leur savoir-faire avant d'exprimer leurs besoins pour leur autonomisation. Et en face, elles avaient des oreilles attentives. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Elles sont issues de plusieurs associations féminines exerçant dans divers secteurs d'activité du département de Yakassé à Tobro. Pour cette journée dédiée à la célébration de leurs droits, ces femmes du monde agricole, de l'administration publique et du commerce ont tout abandonné. Des pas de danse pour célébrer les acquis de leur émancipation et aussi de leur autonomisation. Occasion pour ces femmes du département de Yakassé à Tobro de montrer leur savoir-faire et leur savoir-être. Elles ont saisi cette opportunité pour exprimer des besoins axés essentiellement sur leur autonomisation. L'évacuation de nos denrées alimentaires, avoir des toilettes au marché, aider les coopératives de femmes à avoir du matériel agricole. Nous devons nous engager tout à faire de notre mieux pour agir efficacement pour garantir la paix et la stabilité. Marraine de l'événement, Marie-Jeanne Seka, épouse du ministre Seka, a invité les femmes du département de Yakassé à Tobro à rester unies et solidaires pour combattre davantage la pauvreté. Invité spécial de cette célébration, Sékou Gon Coulibaly a au nom de son porte-parole rassuré les femmes de l'engagement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble du gouvernement à œuvrer davantage pour faire de l'autonomisation des femmes une réalité dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Cela va sous-entendre un accompagnement des femmes pour leur autonomisation, mais en même temps, cette activité permettra de créer de l'emploi.
nous mettrons à la disposition de ces associations-là des produits bio et qui sont aujourd'hui l'élément pour pénétrer et entrer dans certains marchés. Et ces produits bio-là seront à leur disposition à travers des équipes de femmes que nous allons former. La célébration de la Journée internationale de la femme à Yakassat-Tobrou est une initiative de l'IFEF local. Plusieurs dons ont été faits avec des remises d'attestation aux femmes les plus dynamiques de leur secteur d'activité, avant d'être exhortées à être des acteurs de paix et de cohésion. De son côté, l'ONG Femmes Actives pour le bien-être social a choisi de célébrer le 8 mars en rendant hommage à d'autres femmes, celles issues des forces armées de Côte d'Ivoire, pour leur courage, leur bravoure. L'ONG FABES milite essentiellement pour l'autonomisation des femmes à travers la formation professionnelle. Les précisions de Didier Nguessan. Elles sont de la police, de la gendarmerie, de la garde pénitentiaire et de la société civile et sont les invités de l'ONG Femmes Actives pour le bien-être social, FABES, dans le cadre de la 2e édition des journées de promotion de l'autonomisation et de distinction des femmes, une plateforme d'échange et de récompense des femmes à fort impact social. De la lutte contre les violences basées sur le genre par la police nationale à la formation professionnelle initiée par l'ONG FABES, tout concourt à l'épanouissement de la gente féminine. Pour nous, FABES, l'autonomie doit être complète et absolue. L'éducation et la formation sont donc des étapes incontournables pour l'édification de l'autonomisation de la femme. Pour œuvrer de manière plus concrète à l'autonomisation de la femme, avons un projet, la construction d'un centre d'alphabétisation, de formation et de recyclage. Vous montrez à cet égard comment la femme est un acteur majeur dans le processus de développement de nos jeunes nations, comme l'attestent les études menées sur la question. Une plus grande inclusion des femmes dans le monde du travail, la scolarisation des jeunes filles, le relèvement du niveau d'études des femmes et une plus grande justice dans le traitement salarial. L'ONG FABES œuvre à l'autonomisation individuelle et communautaire de la femme à travers le bien-être social, économique et environnemental. En bref et en images, la 13e édition du FEMUA va se tenir du 14 au 19 avril prochain. En lançant l'événement cette semaine au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, à Salfo, le commissaire général a dévoilé la liste des artistes qui prendront part à cette édition 2020. Ils seront 21 au total, 7 artistes nationaux et 14 internationaux, dont Youssou N'Dour, Koffi Olomide, Sombil et Kajim. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est donc en avril prochain. Le festival à Chez nos pays, lui, a refermé ses portes. C'était à Koumassi les 6 et 7 mars dernier. Plusieurs artistes tradimodernes et urbains se sont succédés sur scène pour faire valoir la richesse culturelle africaine. Frédéric Oulaye, Issa Tchonayeo. Koumassi, place Inch'Allah, ambiance festive à l'occasion de la 8e édition du festival à Chez nos pays. Du rythme traditionnel à la mélodie urbaine, les festivaliers sont venus savourer plusieurs danses des régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo. 0h40, le père du Laba, Luxon Pado, passe en revue son répertoire tradimoderne. Le mercure monte lorsque Sombil, une des icônes du Zougou, est sur scène. À Chez nous pays, ce festival vise à célébrer la diversité culturelle. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise, celui de rassembler autour de nos valeurs qui nous sont chères, à savoir nos us et coutumes et tout ce que notre tradition a de plus cher, la jeunesse. L'innovation, c'est, je dirais, c'est l'apport sur une même scène des musiques urbaines et les musiques traditionnelles. Notre culture, c'est notre âme et nous avons ces plateformes-là comme ce que offre à Chez nos pays aujourd'hui, qui nous permettent de nous ressourcer, de vitaliser notre culture et d'aller mieux à la conquête du monde. Cette 8e édition du festival à Chez nos pays a été une occasion pour les artistes en herbe de faire montre de leur talent.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Place au magazine du dimanche. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, à suivre cette lucarne et nous vous en remercions. Notre invitée est installée. Elle est présidente de la plateforme des organisations professionnelles infirmières. Et Madame Koudou, merci encore d'être là. Regardons ensemble cette vidéo et ensuite on revient pour échanger. Le rôle de l'infirmier est de maintenir, de rétablir la santé du patient, tant sur le plan physique que psychique et social. En étroite collaboration avec le médecin, l'infirmier intervient à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, centres de santé communautaires, hôpitaux généraux et centres hospitaliers universitaires. Formés à l'Institut de formation des agents de santé INFAS, ils assurent avec l'aide-soignant les soins d'hygiène, de confort, d'éducation et de sécurité du patient. Les infirmiers de Côte d'Ivoire plaident depuis plus de 2 ans pour l'installation d'un ordre professionnel. L'on enregistre près de 15 000 infirmiers, selon l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Madame Koudou Josiane, dites-nous, qui est appelé infirmier? Merci, Monsieur Hamza Diaby. Avant tout propos, qu'il me soit permis de pouvoir dire merci au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, au docteur Aka Ouele, qui nous a autorisés à être sur ce plateau. Merci à toute son équipe, au chef CAB, au DIR-CAB. Merci à la directrice des soins infirmiers, au docteur Diango. Et merci enfin au professeur Méliane Sanogo, la directrice de l'INFAS. Qui est l'infirmier? L'infirmier, c'est d'abord quelqu'un qui a le bac. Avec le bac, il passe le concours d'entrée à l'INFAS. Après 3 années de formation théorique et pratique, il sort avec la licence professionnelle en soins infirmiers, autrefois appelée diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière. D'accord. Et maintenant, quand il commence à travailler, quel est son rôle exact dans un centre de santé? Avant de parler de son rôle de façon spécifique, je voulais juste revenir un peu en arrière pour dire vraiment un grand merci au président de la République pour le décret de 2015 qu'il a pris, qui permet maintenant aux infirmiers de passer de la catégorie B3 au grade A7. Vraiment, Monsieur le Président de la République, recevez notre infinie reconnaissance. Et il vous a entendu. C'est quoi votre rôle, justement, dans un centre de santé? Donc, l'infirmier a pour rôle, bien évidemment, après la formation qu'il a reçue, de prodiguer des soins de qualité. Mais les soins, c'est un ensemble d'activités déléguées, destinées à permettre de rétablir la santé du patient. D'accord. Il donne des soins et il conseille aussi. Exactement. D'accord. Il conseille, même on n'a pas besoin d'être malade avant de bénéficier des services d'un infirmier. Exactement. C'est ce que vous avez dit, c'est exactement cela. Donc le rôle de l'infirmier, c'est comme vous l'avez dit tantôt, ce sont des activités de promotion de la santé, d'éducation, d'accompagnement, d'identification des besoins à satisfaire. Nous nous raisonnons souvent en termes de besoins à satisfaire. Est-ce qu'il y a suffisamment d'infirmiers ici en Côte d'Ivoire? Si nous tenons compte du ratio de l'OMS qui nous demande un infirmier pour 5 000 habitants, et par exemple un médecin pour 10 000 habitants et une sage-femme pour 3 000 femmes en âge de procréer, nous pouvons dire que le ratio au niveau de la Côte d'Ivoire est satisfaisant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un infirmier pour 2200 habitants, une sage-femme pour 1104 femmes en âge de procréer et un médecin pour 7334 habitants. Et selon l'OMS, il faut 9 millions d'infirmiers et de sages-femmes à travers le monde, d'infirmiers supplémentaires dans le monde pour espérer réaliser la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Mais ici en Côte d'Ivoire, ça va. Nous, on est dans les normes, tout va bien. D'accord. C'est quoi votre collaboration? Infirmiers, sages-femmes, c'est quoi la collaboration? Nous travaillons en parfaite harmonie parce qu'il s'agit d'une équipe multidisciplinaire où chacun joue son rôle. L'infirmier joue son rôle d'accompagnement, d'assistant, d'identification des besoins à satisfaire du client. Et les maïoticiens, les sages-femmes, eux, leur rôle, c'est... Vous travaillez toujours ensemble? Toujours en collaboration. Mais je peux vous donner l'exemple d'un centre de santé. Dans un centre de santé où il y a un infirmier, une sage-femme, ils travaillent en parfaite harmonie pour le besoin pour le bonheur de la population.
Voilà, c'est vraiment un tandem gagnant-gagnant. Est-ce que si, par exemple, dans un centre de santé, la sage-femme, le maïeuticien, par exemple, ils sont absents, est-ce que l'infirmier, il peut lui arriver de jouer le rôle d'accoucheur? Exactement. L'infirmier joue le rôle de la sage-femme. Ils ont la même formation. Et ils sont formés tous deux à l'INFAS? À l'INFAS. Donc, ils ont le tronc commun en commun. Voilà. Ils sont tous formés à l'INFAS et l'infirmier a des capacités, des compétences lui permettant de réaliser un accouchement parfait. D'accord. Quoique c'est le travail de la sage-femme. Exactement. Et votre rapport, vous, avec les médecins? Comme je disais tantôt, ce sont des rapports de collaboration et nous travaillons en parfaite harmonie avec les médecins. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un médecin a forcément besoin de la présence d'un infirmier. Comme je dis, c'est une équipe multidisciplinaire où chaque entité travaille en fonction de ses compétences. Qu'est-ce qui a motivé l'Assemblée mondiale de la santé à désigner 2020 année mondiale des infirmiers, du personnel infirmier et des sages-femmes, à votre avis? Qu'est-ce qui a motivé l'AMS? Donc nous, on pense que l'OMS a décidé de décréter une année internationale aux sages-femmes et au personnel infirmier à cause du travail qu'ils font tous les jours pour la population. Ils sont présents quand on a besoin d'eux, dans le domaine de la promotion de la santé, la vaccination, les conseils, l'accompagnement, la promotion de la santé, ils sont à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. D'accord, mais tous les médecins, tout le monde est à tous les niveaux, non, Madame Koudou? Oui. Vous avez aussi la journée internationale, non? La journée internationale de l'infirmier, le 12 mai. C'est exactement cela. Oui. Nous avons la journée internationale des infirmiers le 12 mai. Cette journée est commémorée à l'honneur de Florence Nightingale, une infirmière britannique qui s'est révélée au monde pendant la guerre de Crimée, dans les années 1800. De par son activité, elle a démontré que ce n'est pas seulement les médicaments qu'il fallait pour pouvoir soigner nos soldats sur le front. Il fallait leur apporter le soin, il fallait veiller sur eux, leur apporter de la nourriture, faire régulièrement leur pansement. Et c'est là qu'est né les soins infirmiers modernes. D'accord. Mais ils sont nombreux, les patients qui vous accusent de mauvais accueil, par exemple, d'injures même parfois. Et là, je parle en même temps aussi des sages-femmes. Qu'est-ce que vous dites? Alors que Florence, elle vous a appris à prodiguer les soins aux gens, à compatir. Et vous, qu'est-ce que vous dites de ces accusations, les infirmiers? Nous pensons qu'il s'agit d'un infirmier d'un autre temps. Il s'agit d'une sage-femme aussi d'un autre temps. Pourtant, ceux qui s'en plaignent sont d'aujourd'hui. J'en viens. Non, c'est pour vous dire que c'est l'importance pour nous de pouvoir maintenant accéder, comme vous l'avez dit dans la vidéo, à l'ordre des infirmiers. Une fois que l'État va nous permettre de pouvoir asseoir l'ordre des infirmiers, nous pensons que nous pourrons mettre de l'ordre dans notre profession. Nous allons jouer nous-mêmes le gendarme de la profession et nous allons veiller sur des pratiques de qualité. Voilà. Mais tout ceci se fait dans le cadre bien précis d'un ordre des infirmiers qui va réglementer la profession infirmière de façon générale en Côte d'Ivoire. Il existe déjà un ordre des sages-femmes. Et pourtant, on les accuse également de ne pas trop bien accueillir les patientes, d'injures parfois. Vous voyez que l'ordre n'est pas forcément la panacée, la solution. C'est vrai, mais le plus important pour la définition d'une corporation, il est important que cette corporation-là ait un ordre pour pouvoir mettre de l'ordre. Nous avons l'ordre des architectes, nous avons l'ordre des médecins, nous avons l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc nous pensons qu'avec l'avènement de l'ordre des infirmiers, nous pourrons mettre de l'ordre dans notre profession. D'accord. Voilà. Quelles activités vous avez prévues pour 2020? Surtout que c'est votre année. L'OMS, l'Assemblée mondiale de la santé, vous a désigné cette année comme la vôtre. Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Donc nous avons plusieurs activités, entre autres l'atelier de validation des tests de l'ordre des infirmiers, la commémoration de la journée infirmière du 12 mai, la journée de l'infirmier anesthésiste, la journée de l'infirmier en santé au travail, les journées scientifiques de l'ANIFSI des 8 et 9 mai à Daloa et la journée internationale des infirmiers, la journée officielle le 12 mai à l'INFAS Abidjan. Ça fait beaucoup pour cette année. D'accord. En tant qu'infirmier, on vous imagine bousculé par cette actualité de coronavirus en termes de conseils, de rappels incessants, des mesures de protection, mais surtout vos collègues des pays fortement touchés. Dites-nous, ce travail d'infirmier, est-ce qu'il est difficile, stressant?
En fait, c'est un travail difficile pour l'infirmier. En ce sens-là, où l'infirmier doit se mettre dans la peau du patient pour savoir ce qu'il vit et quels sont ses besoins. Je disais tantôt, nous les infirmiers, nous travaillons dans le sens de satisfaire les besoins de la personne. Mais à côté de cela, ce qui rend le travail passionnant, c'est le sourire que nous arrivons à mettre sur un visage, c'est la gratitude que nous recevons parfois des patients. Quand, par exemple, le président américain dit, et je cite, qu'il a envie, quand vous êtes le plus mal de vous-même et que vous êtes le plus effrayé au monde, vous avez l'infirmière toujours à votre côté. Et quand, par exemple, le directeur général de l'OMS, le docteur Théodoros, dit, et je cite, que les infirmiers et les sages-femmes représentent la colonne vertébrale de notre système de santé, ce sont des mots qui sont forts, ce sont des sources d'inspiration. Et quand notre ministre de la Santé nous demande de travailler avec le cœur, de donner du cœur, d'agir avec le cœur pour la qualité des soins, ce sont des mots forts pour nous. Et ça n'a pas de prix. Peut-être qu'il vous le rappelle parce que vous l'avez oublié, vous ne le faites pas, non? Nous le faisons, mais nous quelques-uns parmi vous. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des brebis galeuses dans toutes les professions, nous n'en disconvenons pas. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est le défi de la qualité des soins pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et surtout, humaniser les soins, mettre de l'amour, du cœur dans tout ce que nous faisons. C'est une recommandation du ministre de la Santé qui est sortie lors du forum du dialogue social pour le financement des services de santé. Et la plupart du temps, on constate que des infirmiers, il y en a beaucoup moins que des infirmières, c'est cela? Oui, effectivement. Pourquoi c'est prisé par les femmes beaucoup plus comme ça? À cause de Florence? Exactement. Et puis c'est un peu relié un peu à l'histoire. Ça a commencé par des religieuses ailleurs. Donc ce qui fait qu'on a plus d'infirmières que d'infirmiers dans notre profession. Et même côté sage-femme, c'est pareil aussi. D'accord. Et vos défis, ce sont lesquels? Donc, les défis, essentiellement, nos défis, c'est d'abord, avant de revenir aux défis, c'est de dire aussi merci au ministre de la Santé par rapport à la réforme hospitalière qu'il a défendue. Voilà, cette réforme qui prévoit une nouvelle gouvernance de nos structures de santé. Et cette gouvernance va passer, bien évidemment, par le renforcement des capacités de tous les acteurs du système de santé. Et ça, c'est vraiment un point. Nous tenons à lui dire vraiment merci pour cela. Et vos défis? Voilà. Donc, nos défis, c'est de permettre aux infirmiers qui n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'au doctorat ou au PhD en Côte d'Ivoire, de pouvoir se former ailleurs pour que nous ayons des infirmiers qui puissent produire comment on appelle ça, des ouvrages de publication. Effectivement, parce qu'il existe, pour ceux qui nous regardent, il existe des docteurs en soins infirmiers. Exactement. Ils ne sont pas médecins, mais ils sont docteurs également en soins infirmiers. Exactement. Oui, allez-y. Et vous en avez encore d'autres défis? Oui, c'est essentiellement celui-là. Et puis aussi, il s'agit de la question, comme je disais tantôt, de l'universitarisation de la formation infirmière. Ça aussi, c'est important parce que c'est cette formation-là qui va permettre aux infirmiers de devenir des enseignants-chercheurs en s'inscrivant dans certaines URFR que nous n'avons pas chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de permettre à l'État de leur octroyer des bourses pour pouvoir arriver à ce niveau de formation d'excellence. Notre défi, c'est la qualité des soins et la sécurité des patients. Et certainement aussi la mise en place de l'ordre des infirmiers que vous avez évoqué tantôt. Et c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous, vous les infirmiers de Côte d'Ivoire, aujourd'hui face aux téléspectateurs, au public? Qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de l'infirmier? Bon, d'abord, avant de retenir l'image de l'infirmier, ce que je voulais dire pour la particularité de cette année 2020, nous souhaitons vraiment honorer les meilleurs d'entre nous, le meilleur élève infirmier, la meilleure élève infirmier, nos différents responsables Ça fait partie des activités des CHU, les infirmiers qui se sont fait distinguer par leur savoir-faire, leur savoir-être et leur dynamique. Ce qu'il faut retenir de la profession infirmière, il faut savoir que l'infirmier est le premier agent de santé avec lequel vous rentrez en contact. Il est compétent, il est disponible, il est toujours à votre écoute. L'infirmier, c'est votre ami pour la vie. Je voudrais aussi demander à tous les infirmiers, c'est vrai, c'est difficile de les mobiliser parce qu'ils sont toujours en contact permanent avec la population, de les inviter à venir faire la fête le 12 mai.
de venir lors de la journée lors de la journée internationale. Ça sera une journée de réflexion, mais surtout une journée de reconnaissance pour leur dire merci pour le travail abattu. D'accord, et surtout, Dr Tedros Ghebreyesus appelle tous les pays à investir dans les effectifs des sages-femmes et d'infirmiers dans le cadre de leur engagement en faveur de la santé pour tous. Merci, Madame Koudou Josiane, présidente de la plateforme des organisations professionnelles infirmières de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre profession dans ce contexte de coronavirus. Merci encore et à très bientôt. Et concernant le coronavirus, justement, le ministre de la Santé, Eugène Akawele, le directeur général de l'INHP, professeur Beignet, ne cesse de nous rappeler les mesures de prévention, notamment se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir pour tousser ou éternuer, ou le faire tout simplement dans le creux du coude et éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de rhume et de toux. C'est à ce prix-là qu'on évitera la propagation du Covid-19. Bonne santé et bon dimanche chez vous.